Bonsoir. Nous avons des petites difficultés de connexion. Non, ça fonctionne. Tout fonctionne. Bonsoir. Nous sommes le 3 mars. Nous continuons notre cours sur l'interprétation des rêves. Je m'appelle Clémence Lenis. Je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero de Madrid. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre La déformation onirique, la déformation des rêves. Donc Freud va venir nous expliquer un petit peu pourquoi nous déformons nos rêves. Pourquoi nous déformons nos rêves? Bah oui, parce que c'est nous qui le faisons. Nous avons une certaine partie de... Nous participons à ça. Alors, nous allons regarder un petit peu. Alors, attendez, je vais organiser tout ça. Donc, on va faire d'abord une petite, on va dire une petite, comment ça s'appelle, une petite récapitulation sur la situation, où nous allons revoir un petit peu pour nous rendre compte d'où nous venons. D'accord? Donc, nous allons revoir. Et nous avions vu dans les autres vidéos, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur cette même page ou sur mon canal de YouTube pour refaire une petite écoute et se mettre à jour, on va dire. Vous pouvez aussi aller lire Freud. Bah oui, Freud, c'est vachement bien d'aller le lire de temps en temps. Il a toujours il y a toujours des apports. Je veux dire, parce qu'on va penser que, bonsoir Cyrielle, on va penser que Freud, c'est le siècle passé, c'est un truc il y a 120 ans. Nous ne sommes pas encore arrivés à vivre comme nous le propose Freud. Je dirais même que nous sommes loin d'être capables de vivre comme nous le propose Freud. Dans le sens, nous le propose dans le sens de nous être appropriés toutes les informations qu'il nous donne. C'est-à-dire, donc, par exemple, nous allons voir, bonsoir Sylvie Lachaume, bonsoir. Et donc, pour faire une petite récapitulation sur ce que nous avions vu jusqu'ici, nous avions vu que dans le premier chapitre, Freud nous présentait la méthode d'interprétation, et en nous disant que effectivement le rêve a un sens et que ce sens après l'interprétation et le sens c'est la réalisation d'un désir. C'est-à-dire que grâce à l'interprétation psychanalytique, on va produire, on va produire le désir. C'est pour ça que c'est si essentiel. Bonsoir, je ne sais pas, Jacquet, Douglas, Junino. Bon, bonsoir. Donc, il nous avait dit que grâce à l'interprétation, notre rêve peut être interprété. Non? Grâce à l'écoute du psychanalyste, on peut interpréter notre rêve et produire donc le désir qui a fabriqué en fait ce rêve. C'est une science, on va dire, une science à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du résultat pour pouvoir reconstruire les mécanismes. D'accord? C'est ce qu'il vient de dire. Avec l'interprétation, nous avons le résultat du rêve, le récit que va nous raconter le patient. Nous avons les idées latentes, c'est-à-dire l'association libre, le matériel préconscient, et avec ça, nous avons la possibilité de produire une interprétation. D'accord? Qui va produire quoi? Qui va donner un sens au rêve et produire son désir? Et donc que les rêves sont interprétables et que ce sont des productions de l'inconscient. De la même façon, rappelons-nous toujours que l'interprétation des rêves, c'est un livre qui nous intéresse, pas parce qu'on s'intéresse aux rêves, sinon que l'interprétation des rêves, c'est un livre qui nous intéresse parce que nous nous intéressons au fonctionnement de l'appareil psychique. Marie-Man, bonsoir et merci pour tout ce contenu que vous mettez en ligne. Je vous en prie, distribuez-le, il est là pour tout le monde, profitons-en. Donc effectivement, lire l'interprétation des rêves, c'est très enrichissant. Donc Freud, il va nous dire que tous les phénomènes, que le rêve, c'est un phénomène de plus, un produit de plus de l'inconscient. On avait vu que
l'appareil psychique est capable de produire des rêves, des symptômes, des lapsus, des oublis, des actes manqués et même des blagues. C'est-à-dire qu'après, nous verrons, dans un certain temps, nous verrons pourquoi il y a le phénomène de l'inconscient qui participe quand on rit pour une blague, quand on rigole dans une blague. Bon. Donc c'est tout ça qui va nous intéresser, d'accord? C'est-à-dire ce qui va nous intéresser principalement, c'est que Freud, avant de présenter l'interprétation des rêves ou de présenter le fonctionnement de l'appareil psychique en utilisant les rêves, lui, il avait déjà fait toutes ses recherches sur le fonctionnement de l'appareil psychique, mais à partir des symptômes de ses patients, d'accord? Et il a vu qu'après, en fait, il se passait exactement la même chose avec les rêves. Bon. Et donc on disait que pour pouvoir interpréter un rêve, et ça c'est important parce que on doit se limiter, nous sommes dans une science, on ne peut pas parler de n'importe quel rêve, on ne peut pas arriver en disant oui moi mon rêve, je rêve souvent de... Non, c'est dans un cadre, on doit mettre des limites. D'accord? Nous sommes dans un terrain scientifique et les terrains, comme tous les terrains scientifiques, ils ont des limites. Et donc la limite, c'est la situation analytique. Un psychanalyste formé, en formation constante, en analyse constante, en supervision, qui va écouter le récit d'un patient, que ce patient va associer librement. Et sur ce matériel, l'interprétation est possible. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est le cadre dans lequel nous allons travailler. C'est-à-dire que tous les rêves que nous allons voir, doivent être vus dans ce cadre. Non. Donc, dans l'interprétation des rêves, Freud donc nous présente le fonctionnement de l'appareil psychique. Et que de l'inconscient, la seule chose que nous savons de l'inconscient, c'est de ces produits qui vont passer à la conscience. D'accord? C'est la seule chose que nous connaissons de l'inconscient. Et c'est toujours la seule chose que nous allons connaître. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de possibilité de rendre conscient l'inconscient. D'accord? C'est-à-dire que ce que nous pouvons faire, c'est interpréter. Et c'est une façon de construire l'inconscient. Bon, on continue. Donc, il dit qu'il va nous dire, donc nous sommes dans le chapitre de la déformation onirique, la déformation des rêves, et il dit que quand il a donc écrit ses premiers chapitres, après l'écriture de ses premiers chapitres, où il vient de dire que tous les rêves, non, parce que le rêve suivant c'était « Je confirme, tous les rêves sont des réalisations de désir ». Donc il dit qu'en fait, il y a plein de gens autour de lui qui se sont présentés, des patients, des collègues, qui se sont présentés en leur disant « Mais ce n'est pas possible, regarde le rêve que j'ai fait. Ce rêve-là, c'est absolument impossible que ce soit la réalisation d'un désir. » Et donc il disait qu'en fait, et Freud dit qu'effectivement, la majorité de nos rêves ne présentent pas un contenu plaisant. En général, ou c'est quelque chose d'indifférent, ou c'est même quelque chose en général de désagréable. Non? Ce sont les rêves les plus fréquents. Donc, il va commencer à s'occuper de ce qu'on lui présente. Et il va donc nous parler tout de suite de la résistance. Parce que pourquoi il existe l'inconscient? L'inconscient, il existe parce qu'il y a eu parce qu'il s'est formé, cet inconscient. L'appareil psychique, il s'est formé. Dans le cours que nous voyons demain, mercredi à 21h, sur cette même page, nous faisons référence un petit peu à cette constitution de l'appareil psychique. D'accord? Et donc, on voit qu'au début, pour la création de l'appareil psychique, il y a eu une répression primordiale. Une première répression qui a réprimé une partie, on va dire, de la sexualité infantile du sujet. Et cette répression
ce n'est pas qu'elle a été éliminée, ce n'est pas que ce qui était réprimé n'existe plus, sinon que cette répression, elle revient tout le temps. Et elle revient en forme d'énergie. Et elle veut toujours essayer de sortir. Et en fait, Freud, il nous dit que tout ça, cette tentative de sortir, il n'est pas question. Il y a une résistance. Dans l'appareil psychique, il y a une résistance qui s'oppose, qui fait une force, qui pousse pour éviter qu'elle sorte. D'accord ? Donc, c'est une force qui fait partie de l'appareil. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais ou bon. C'est une force qui existe pour s'opposer à ce mouvement qui arrive, qui veut sortir, qui veut s'exprimer. Et donc, il va nous dire que nous savons maintenant que ce qui nous intéresse dans notre science, c'est le contenu manifeste. Non, c'est le contenu, c'est le récit que le patient va nous raconter. Mais nous savons aussi que pour qu'il y ait réalisation de désir, il faut qu'il y ait interprétation. C'est-à-dire que nous n'allons pas croire directement le récit du rêve, sinon que nous allons voir ce récit, non, et l'interpréter. Donc il dit que les caractères du contenu manifeste, sur ces caractères du contenu manifeste, c'est-à-dire le récit qui est dans la conscience, il dit notre théorie ne repose pas sur ces caractéristiques, sinon qu'il repose sur le contenu du travail de l'interprétation. Que le travail d'interprétation va nous découvrir du rêve. Le secret, on va dire, le secret du rêve. Donc d'un côté, nous avons le texte manifeste, qu'on appelle le texte sacré, parce que c'est ce texte-là que nous allons utiliser comme matière première pour travailler. Ensuite, nous avons l'association libre, les idées latentes, c'est-à-dire tout ce que le patient va dire « Ah, ça me fait penser à... Ah, et puis je pense à ceci, ah, et je pense à cela ». Ça, c'est l'association libre que va présenter le patient. Et après, l'interprétation. Et donc, il dit, non, pour résoudre le problème, donc puisqu'on vient lui dire, puisqu'il y a tous ces rêves, là, que vous me présentez, chacun avec des rêves d'angoisse, l'autre avec des rêves d'insatisfaction. Donc, il dit, vous me présentez tous des rêves différents pour me montrer qu'il n'y a pas à chaque fois une réalisation de désir. Il dit, comme c'est quelque chose de difficile, il dit, je vais ajouter, comme on a l'habitude chez nous les scientifiques, ou pratiquement il dit ça, non, il a l'habitude, il dit que quand on est face à un problème, il fait c'est comme avec deux noix. On met une noix l'une contre l'autre, et comme ça on peut les écraser. Alors qu'une noix toute seule, on avait des difficultés. Il dit, on va faire la même chose. Donc on va se poser la question à savoir, maintenant si je me demande, et les rêves qui sont complètement indifférents, pourquoi il n'y a pas une expression de réalisation du désir directement? Pourquoi on ne voit pas la réalisation? Il dit par exemple, le rêve de Irma, du premier chapitre, du chapitre de la méthode de l'interprétation. Il dit le rêve de Irma, il n'était ni désagréable, ni rien, il était plutôt indifférent. Il dit pourquoi j'ai pas pu mettre ou exposer mon désir directement? Il dit non. Il dit d'où elle vient, cette déformation des rêves. D'où ça vient? Parce que bien sûr, nous voyons que la majorité de nos rêves sont déformés. Il dit d'où ça vient? D'où ça vient? Et donc il va, pour nous montrer encore une fois le fonctionnement de cette déformation, il va nous raconter un de ses rêves. Et donc il va nous présenter, comme dans le cas du rêve de Irma, une information préliminaire. Alors écoutez, cette petite histoire, elle est fantastique. Information préliminaire. Donc nous sommes au printemps de 1897, il dit, et il a appris, donc dans la journée, après il va rêver, non? Le soir il va rêver. Enfin le matin, il dit que les rêves se font le matin. Donc il dit qu'au printemps de 1897, il y a deux professeurs de l'université, là où il a l'habitude lui d'aller travailler, d'aller donner des cours, qui l'ont présenté, non, comme professeur, ils l'ont nommé comme professeur extraordinaire.
Et donc il dit qu'il était très surpris, mais aussi très content de on a pensé à moi, donc non, que c'était quelque chose d'inespéré, il dit, c'était quelque chose d'inespéré, que ça lui a causé une vive joie, parce que qu'on reconnaisse d'une certaine façon son bonsoir Mamadou, que d'une certaine façon qu'on reconnaisse son travail. Donc lui il était content parce qu'en plus c'était dans la liste, il apparaissait dans la liste de grands hommes, de grands scientifiques. Mais tout de suite il a pensé et il s'est rendu compte que en fait qu'au ministère ils avaient tendance à éliminer certaines candidatures. Et il dit qu'il y a beaucoup de ses collègues qui sont plus âgés que lui, qui ont été aussi nommés comme professeurs extraordinaires et qui pourtant n'ont jamais été sélectionnés. Et qu'il y a même un ami qui lui a dit que, un ami, un collègue, un médecin aussi, ou un professeur, qui lui a dit que lui, effectivement, il s'est présenté, il a été directement au ministère en lui disant « Mais c'est parce que je suis juif que vous n'allez pas me sélectionner ?» Et qu'au ministère, on lui a dit « Oui, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas vous sélectionner. » Donc Freud, il a dit « Bon, ben voilà, c'est fichu pour moi, on ne va pas me sélectionner non plus parce que moi aussi je suis juif. » Et donc il a essayé, on va dire, de se raisonner, oui, d'une certaine façon, parce qu'il dit, bon, c'est tout, de toute façon, je ne suis pas si ambitieux que ça, il dit, ce que je fais, j'ai fait mon travail correctement, je fais mon travail correctement, j'ai du succès dans ma réalisation professionnelle, et donc il dit, je ne vais pas non plus avoir des ambitions outre mesure, je n'attends pas la reconnaissance d'un ministère. Il dit. Donc, le rêve, ça c'est la situation préliminaire, non? L'ambition de Freud d'être nommé comme professeur extraordinaire. Et il va faire un rêve qui est beaucoup plus court que l'autre, et il dit, mon ami R est mon oncle. J'ai pour lui une grande tendresse. Je vois son visage devant moi, un peu changé. Il paraît allongé. On voit très nettement une barbe jaune qui l'encadre. Alors la partie qui va nous intéresser spécialement, c'est mon ami R et mon oncle. J'ai pour lui une grande tendresse. D'accord? Donc à partir de là, lui, il va commencer, donc comme toujours, Freud, à associer. Donc vous vous rappelez, Freud nous avait donné les conseils de l'association libre, en disant je vais diminuer le mécanisme de critique, le mécanisme qui s'occupe toujours à critiquer ce que je dis pour diminuer son fonctionnement et laisser passer toutes les idées. Donc c'est ce qu'il fait. Et il dit mon ami R et mon oncle. Alors il commence à dire j'ai qu'un seul oncle. Mon oncle Joseph. Il dit, mon oncle Joseph, il dit que c'est un délinquant. Il a été pris par la police parce qu'il avait travaillé, il avait participé à un coup où il falsifiait de la monnaie. Et donc, il a été pris et il y a eu des conséquences chez le père de Freud. Et que le père de Freud, c'est un délinquant, donc c'était un délinquant. Or, première chose, il y a une note... Il y a une note en bas de la page que Freud présente en disant que Freud, il a 7 oncles. Ça, c'est une petite annotation qui est intéressante parce qu'il présente son association en disant « je n'ai qu'un oncle ». Et pourtant, il en a 7. C'est-à-dire que quand il commence à associer, il oublie les 6 oncles qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin pour l'association. Parce qu'il veut simplement parler de son oncle Joseph. Que les autres ne participent pas à ça. Non, c'est intéressant. Et ça aussi, c'est intéressant dans le sens où le psychanalyste, il ne va pas demander la vérité. Il ne va pas aller regarder dans l'arbre généalogique combien d'oncles il a Freud. Sinon, qu'il va garder, je n'ai qu'un oncle, Joseph. Pourquoi? Parce que c'est un délinquant. Après, il va continuer à associer et il va dire... Non, donc il va arriver rapidement à une conclusion en disant donc si je dis que mon ami R est mon oncle et que mon oncle est un délinquant,
je suis en train de dire que mon ami R est un délinquant. Il dit, c'est ça que je voudrais dire. Il dit, non, c'est pas possible, encore une fois, que je vais utiliser mes rêves pour insulter mes collègues, insulter mes amis, des gens que je respecte, pour qui j'ai énormément de respect. Et donc, il continue un petit peu associé. Il se rappelle que son père lui avait dit que de toute façon, c'est pas que Joseph était un délinquant, c'est que directement, c'était un imbécile. Et donc, poum, Freud y prend ça, il dit, poum, c'est encore mieux. Donc, ça veut dire que entre un imbécile et un délinquant, parce que l'ami R, c'était un personnage qui devait, un collègue qui devait se présenter qui était nommé aussi comme professeur extraordinaire. Donc, s'il dit que son ami R, c'est un imbécile et un délinquant, c'est sûr qu'il ne va pas être sélectionné. Non. Donc, le poste va être mis, non, il oublie le fait qu'il soit juif et que directement il l'élimine pour être sélectionné comme professeur, pour être nommé comme professeur extraordinaire. Et donc ensuite il dit... Après, il va se rappeler aussi dans l'association, il va se rappeler d'un autre ami, son ami N. Et que son ami N, qui est donc un collègue aussi, donc avec les mêmes caractéristiques, lui aussi pour être nommé comme professeur extraordinaire, et en fait, il dit que cet ami N lui a un jour avoué que lui, en fait, que lui, vraiment, c'est un délinquant. C'est-à-dire qu'il ne va pas être sélectionné parce qu'il a un casier judiciaire pour une petite aventure qu'il a eue à un moment donné, une petite extorsion. Et donc, il dit que c'est sûr que je ne vais pas être sélectionné à cause de ça. Donc, il dit, ça y est, donc mon oncle Joseph, qui est mon ami R, est un imbécile. Et mon ami N, qui est aussi proposé comme candidat, c'est un délinquant. Donc c'est sûr, le poste est pour moi. Non? Et en fait, on va voir aussi une autre chose, c'est-à-dire que le matin, quand il s'est réveillé, Freud, on est dans le chapitre de la déformation onirique. Attention, on continue. Le matin, quand il s'est réveillé, il s'est rappelé de son rêve, Freud, et il l'a tout de suite rejeté. Non, il l'a tout de suite rejeté en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve, c'est n'importe quoi, il est passé à autre chose, il a été travaillé. Et en fait, c'est seulement le soir, premièrement, il s'en rappelait, parce qu'on sait que la mémoire, en général, elle ne retient pas beaucoup les rêves, mais là, il s'en rappelait. Et il s'est dit, si un patient me disait qu'il a un rêve, mais qu'il ne veut pas le raconter parce qu'il est stupide, je lui dirais, attention, ça c'est une résistance. Vous résistez à quoi? Au processus de l'interprétation, au processus de la possibilité de l'interprétation. Donc il lui dit non, je vais aller écrire le rêve. Donc effectivement, il va écrire le rêve et il va associer sur ce rêve. Et quand il découvre que dans le rêve, qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'était qu'un de ses amis soit un imbécile et que l'autre soit un délinquant, il dit que ça lui fait mal. En fait, il ne voulait pas se rappeler, il ne voulait pas interpréter ce rêve parce que ce sont des sentiments que lui, de critiquer ses amis, ses collègues, des gens qu'il respecte énormément, lui, il n'aimait pas du tout. Et donc, une fois qu'il accepte, après il accepte, il dit, bon, d'accord, ok, ça c'est ma véritable pensée inconsciente. Il dit, d'accord, ce que je voulais, c'est éliminer les deux candidats pour gagner moi le poste de professeur extraordinaire. Il dit, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans le rêve, il est indiqué, mais j'ai pour lui une grande tendresse. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait là, cette tendresse? Et ça y est, nous sommes dans le point clé de l'histoire. C'est-à-dire qu'il dit que ça, c'est un sentiment, premièrement,
Donc un sentiment dans un rêve, comme dans la réalité, c'est quelque chose qui est toujours, non, une déformation, qui est passée par une déformation. Et en fait, il va nous expliquer que cette déformation, c'est une déformation qui a été réalisée par la censure. C'est-à-dire, pour que Freud ne puisse pas imaginer qu'il est en train de penser du mal de ses amis et de les éliminer pour gagner lui le poste, ben du coup il sent une grande tendresse. Pourquoi? Pour tromper la conscience. Parce que ce qui va l'intéresser, c'est de tromper la conscience. Pourquoi? Pour que le rêve puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des formations pour que le rêve puisse apparaître dans la conscience. Et donc, pour tromper la conscience. Donc, avec ce sentiment, non? Donc, il dit que la grande tendresse qu'il sent dans le rêve, en réalité, s'est mis par la conscience au service de la résistance. Parce qu'il dit, si je l'aime tant, mon ami R, ça va être difficile que je puisse voir qu'en réalité, je veux le traiter comme un imbécile ou un délinquant. Bon. Donc, l'appareil psychique, il a un mécanisme qui s'appelle la censure et que la censure s'occupe de déformer le contenu, de mettre un élément qui vient déformer pour que la conscience ne puisse pas s'imaginer de quoi il s'agit. C'est pour ça que dans la majorité de nos rêves, on arrive, mais de quoi il s'agit? Le travail, la conscience, la censure a réalisé son travail de transformation. Alors Freud, il va dire effectivement, durant la nuit, la censure, elle diminue. Parce que pendant le jour, nous n'avons pas idée de tout le travail de transformation qu'il y a, que la censure, elle ne laisse pratiquement rien passer, ou tout ce qu'elle laisse passer, elle est complètement déformée. Il dit, mais pendant la nuit, non. Pendant la nuit, elle diminue son rythme. D'accord? Elle diminue son travail, donc elle laisse passer plus facilement. Bon. Donc il dit que non seulement l'instance conscience met la censure, mais qu'en plus qu'elle est capable de modifier une fois que le travail inconscient, parce que dans pas longtemps nous allons voir le chapitre sur le travail du rêve, ou le travail du rêve, on va voir comment se fabriquent les rêves. Parce que là on vient de voir, disons, à la porte de l'inconscient, à la porte de la conscience, il y a la censure qui agit pour déformer. D'accord? Pourquoi? Pour qu'ils ne se rendent pas compte de la réalisation du désir. Parce qu'après, nous voyons, ça ce sont des désirs qui ont été, disons, présentés par Freud pour qu'on puisse voir le fonctionnement. C'est pour ça que nous ne devons pas aller essayer d'aller chercher beaucoup plus loin, d'approfondir. Nous devons simplement nous rendre compte de ce qu'il veut nous montrer. Parce que si réellement nous continuons l'interprétation de ce rêve, nous allons arriver à quelque chose qui n'a rien à voir avec les professeurs. D'accord? Mais ce que veut nous montrer, là comme maintenant, simplement Freud, c'est ce sentiment. Le sentiment qui va venir s'accrocher là. Pourquoi? Pour déformer, pour tromper la conscience. Donc il va nous dire, il dit que quand il va refaire, non, il va dire, quand je résiste à interpréter le rêve parce que l'inconscient, il y a quelque chose dans l'inconscient contre le quoi je suis contre, non? Et quand il dit, une fois que ça a été interprété, on voit de ce dont il s'agit, que c'est que je ne veux pas voir que je traite mon ami R comme un imbécile. Il dit que donc la tendresse, ce n'est pas une idée latente, sinon que la tendresse, c'est un sentiment qui a été mis là par la censure, qui a été déformé par la censure, et qui fonctionne comme résistance. Résistance à quoi? À l'interprétation. Non? Parce qu'on va voir que tout ce qui arrive dans la conscience, non, l'autre jour,
on faisait référence un petit peu à que Copernic, il nous avait, que grâce à Copernic, on va dire qu'il nous avait, à la science héliocentrique, il nous avait permis de nous rendre compte que même si nos yeux voient que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, non, que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, nous savons que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. D'accord? Mais ça, c'est grâce à la science. La science, elle vient rectifier une impossibilité de notre position. Non? La science, elle vient nous dire, comme Pasteur venait nous dire, que cette petite bactérie, ce que tu ne peux à peine distinguer, peut être complètement nocif pour toi. C'est grâce à la science, parce que l'être humain, il va dire, comment ce petit truc-là peut être nocif pour moi? Et la psychanalyse, c'est la même chose. C'est une science qui vient dévoiler, qui vient d'abord me montrer que ma conscience est un organe perceptuel. Perceptuel dans le sens où elle n'a pas la capacité de mémoire. D'accord? Tenez bon, bonsoir, tenez bon. La fatigue empêche souvent de faire un rêve. Ça s'explique comment? Merci. Non, la fatigue n'empêche pas de faire des rêves. La fatigue, tout le monde rêve et tous les jours. Après, on peut s'en rappeler, la majorité des fois, on l'oublie. D'accord? Bon, après, il y a des gens qui se rappellent tout le temps de leurs rêves, ou au moins qui ont un petit quelque chose, ça dépend. Mais la fatigue n'empêche absolument pas, parce que la fatigue, c'est quelque chose physique, biologique. On avait vu que notre appareil psychique, il ne se fatigue pas. Notre appareil psychique, il travaille 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de repos. Et en plus, il va travailler avec la même énergie toute sa vie. Que notre appareil psychique ne vieillit pas. Ce sont nos idées qui vieillissent, ou nos idées sur la vieillesse, ou nos idées sur le biologique. Si je me sens fatiguée, il y a des capacités que je n'ai plus. Alors que nous savons que très souvent, la fatigue, c'est momentané. Je me sens, non, comme on dit, un coup de barre. Je me sens un peu fatiguée, mais si je continue et je surmonte cette petite sensation de fatigue, boum, elle disparaît. Ou peut-être que cette sensation de fatigue a aussi à voir avec ce que je dois faire, avec mes obligations. C'est-à-dire que j'ai un sentiment de fatigue parce que ce que m'intéresse à faire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ou alors, des fois aussi, attention, parce que ça m'intéresse, mais j'ai une petite angoisse. Donc la sensation de fatigue, ça peut être aussi l'expression d'une petite angoisse sur le futur qui m'attend, ou ce que j'imagine, ou cette petite appréhension que j'ai face à l'avenir, ou à ce que je vais devoir faire. Non? Mais si on continue, la fatigue, elle disparaît, c'est une sensation. Et elle ne vient pas obligatoirement, vous voyez, donc la fatigue, c'est une sensation. En plus, alors c'est vrai qu'après, il y a des grosses fatigues où boum, on tombe et on s'endort, dans le sens où on a utilisé tout ce qui était, toute l'énergie qui était à notre disposition. Mais vous voyez bien, de toute façon, il y a des hommes et des femmes qui utilisent leur énergie physique avec et qui gagnent des records d'une façon incompréhensible. Le désir, messieurs, dames, le désir. Donc, quand on laisse s'exprimer notre désir, non, c'est-à-dire quand on se rend compte, parce que tous ces athlètes-là dont on parle, ce sont des gens qui ont un désir ferme et qui sont capables de passer toutes ces petites sensations, qui disparaissent rapidement d'ailleurs, non? Qui disparaissent rapidement. Donc, non. Après, le sentiment de fatigue, peut-être qu'il peut intervenir dans le rêve. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que Freud va nous raconter. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des sensations physiques que nous allons nous approprier pour fabriquer le rêve. Et on peut dire, dans mon rêve, j'étais très fatiguée. Mais dans mon rêve. Non, c'est-à-dire que des fois, oui, effectivement, il y a des sensations physiques qui sont utilisées comme matériel pour fabriquer le rêve. Hein? Donc, tenez bon, pourquoi vous pensez que vous ne faites pas de rêve? Parce que vous les oubliez. Parce que vous n'en avez pas le matin. Bon. Donc,
Ensuite, il va nous parler d'autres exemples pour nous parler de la déformation onirique. Il va nous dire, par exemple, qu'il a un collègue, enfin un avocat, il connaissait donc il connaissait, il avait un avocat, quelqu'un qui étudiait avec lui, non? Quelqu'un qui étudiait avec lui quand ils étaient jeunes et qui lui téléphone pour lui dire, attendez, j'ai vu que vous aviez écrit que tous les rêves sont des réalisations de désir, mais regardez, moi cette nuit j'ai rêvé que je perdais tous mes procès. Je suis avocat et je perdais tous mes procès. Alors comment c'est possible que vous dites que ça c'est soit une réalisation de désir? La conversation s'arrête là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation, non, analytique, il n'y a pas d'association libre, simplement nous avons cette information-là de ce monsieur qui téléphone à Freud pour lui préciser ça, lui raconter ça. Donc, pour lui montrer que non, que Freud, tu te trompes, t'es nul, tu te trompes. Et Freud dit, effectivement, quand on était à l'école ensemble, lui, il avait des petites notes et moi, j'étais le meilleur de la classe. Non, il dit, moi j'ai fait, donc il disait que en fait, il devait avoir un petit peu d'envie, on va dire. Il était un peu envieux face à Freud et il voulait profiter de ce rêve qu'il avait fait pour dénigrer le travail de Freud. Non, ça c'est l'interprétation que fait Freud. Bon, Mamadou, et si tu rêves de quelque chose dont tu as pensé toute la journée? Effectivement, ça c'est le matériel qu'on va utiliser. D'accord, Freud, donc nous allons le voir pas dans le prochain, et si, dans le prochain cours, nous allons voir matériel et source du rêve. Donc quel est le matériel que nous allons utiliser pour fabriquer nos rêves? Et donc une des choses qu'il a dit, c'est que nous allons utiliser le matériel récent. Mais en général, nous allons utiliser le matériel récent et indifférent. Mais bon, ça ce sont les possibilités. Après, c'est pas que tout le monde rêve avec, non, le même matériel. Sinon que nous allons voir d'ailleurs, ce matériel et source des rêves, c'est un chapitre qui est très gros. Je sais pas, il doit y avoir une centaine de pages sur le chapitre. Donc parce que justement, il va montrer toutes les possibilités qu'il y a et comment on va chacun utiliser, non, le matériel. Mais qu'effectivement, nous sommes intéressés. Mamadou, il dit aussi, Freud, que de temps en temps, nous allons réaliser en fait dans nos rêves ce qui est resté insatisfait dans la journée. C'est-à-dire quelque chose que nous n'avons pas pu satisfaire dans la journée, pour une raison ou pour une autre. Donc pendant la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner la satisfaction. D'accord? C'est-à-dire qu'on va rêver. Donc il donne cet exemple qu'on avait vu la fois dernière avec les rêves des enfants. Ils n'ont pas pu manger les plats qu'ils voulaient, etc. Et donc, pendant la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger le plat. Enfin, pendant la nuit, pendant leur rêve, ils vont aller manger le plat qu'ils ont désiré pendant la journée, en fait. Non? Parce que cette capacité de remettre un peu plus tard cette satisfaction, non? Ce dont sont capables les adultes, les enfants un peu moins. Non? Les enfants, ils veulent tout de suite la réalisation. Tout de suite, je le veux là, maintenant. Et les adultes, ils ont appris à remettre un peu à plus tard ou à savoir qu'il y a certaines choses qui s'obtiennent grâce au travail, non? Grâce à un travail pour obtenir certains résultats. Que je ne peux pas vouloir quelque chose si je... Non, un diplôme, je veux dire, je sais que je dois passer par la réalisation d'un travail. Donc, je retourne où j'étais. Donc, on va regarder un petit truc. Je vais vous montrer une chose dont on va reparler la fois prochaine. Mais c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on va dire pourquoi le rêve ne peut pas s'exprimer directement dans la conscience. Et en fait, il dit que dans le rêve, il y a des tendances secrètes qui sont en contradiction avec les principes éthiques et esthétiques officiels, il dit, du rêveur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, non, comme dénigrer ses amis. Pour lui, ça c'est quelque chose qui est complètement contre son éthique à Freud. C'est pour ça que pour pouvoir critiquer ses collègues, obligatoirement, il doit déformer. Et là donc, il va nous dire que le rêveur, non, il doit déformer son rêve pour apparaître dans la conscience,
Non, il dit on doit le déformer pour cacher ses tendances secrètes. Et en fait, c'est des tendances secrètes, plus ou moins, mais c'est quelque chose que le sujet qui vient déranger en fait les principes de chacun, la morale de chacun. D'accord? Parce qu'en général, c'est quelque chose de très moral. Donc on est obligé de transformer parce qu'on va dire quoi? Moi? Ça? Non? En fait, quand on va voir qu'après, ce sont des choses qui sont tout à fait, on va dire, ce sont des choses qui sont tout à fait de l'être humain. Je veux dire que l'être humain, il n'a pas la possibilité de fabriquer quelque chose qui n'est pas humain. Même les plus grands délires, ça fait partie de l'humain. Bon, je vais répondre ici aux questions. Je vois qu'on a 2 questions sur les cauchemars. Comment distinguer un rêve d'un cauchemar? Donc ça, c'est une bonne question. Tenez bon. On va dire qu'un cauchemar, c'est considéré comme un cauchemar quand c'est un rêve qui nous réveille. D'accord? Quand tout d'un coup, ce dont on est en train de rêver, poum, nous réveille. On raconte le rêve en disant, voilà, j'étais là, je faisais ça, et poum, je me suis réveillée. Ça peut être considéré comme un cauchemar. Et après, nous avons le véritable cauchemar où nous n'avons pas de doute, où c'est, je me suis réveillée, j'avais peur, enfin, chacun a des degrés différents. Non? Irène Lecomte. Bonsoir. Un rêve ou plutôt un cauchemar peut-il refléter un vécu et être révélateur d'actes graves vécus mais qui auraient pu être enfouis? Oui. Oui. Moi, je pense même, Irène, que c'est ça la particularité du cauchemar. Mais nous allons voir parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui était enfoui. Sinon, c'est quelque chose qui était réprimé. D'accord ? Après, on va voir parce que ça peut être... Freud, il va nous montrer quelque chose qui est très intéressant. Irène, qui va dire que très souvent, pour le sujet, il y a des choses, peu importe s'il les a vécues, que s'il les a fantasmées. C'est-à-dire qu'ils vont avoir dans le psychisme la même valeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'enfant a fantasmées et il croit que c'est vrai, qu'il a la même valeur. C'est pour ça que le vécu, c'est vécu pour le sujet. Pour le psychique humain, c'est vécu. C'est-à-dire que quand il va nous montrer, non, quand il va nous montrer, par exemple, Freud, il va nous donner l'exemple de ce rêve que je vais prendre simplement pour vous remonter. Donc, il dit qu'il mange très salé un soir et donc, il a l'habitude de rêver qu'il a soif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans son rêve? Il rêve qu'il a un super verre d'eau avec une eau délicieuse et qui vient satisfaire sa soif. Pour l'appareil psychique, la soif est satisfaite. Mais pour le corps, non. D'accord? Donc, Freud, il va montrer que pour l'appareil psychique, pour l'inconscient, la soif est satisfaite, la réalisation de désir a eu lieu. C'est pour ça que, non, on dit aussi que commencer une psychanalyse, c'est apprendre à faire la différence entre la réalité et ce que nous fantasmons. Parce que très souvent, on a l'impression, non, ou comme cette idée, je veux dire que, comment on va dire, par exemple, je vais donner un autre exemple, j'ai fermé la clé de la maison ou je ne l'ai pas fermée? Ah, comme j'ai pensé que je devais fermer, des fois ça suffit. Ça suffit de l'avoir pensé pour croire que je l'ai fermé. Après bon, je peux revenir et j'ai un doute, etc. Mais je veux dire que des fois, c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas trop penser aux choses, parce que quand on y pense, on croit déjà qu'on l'a fait. Bon, mais de toute façon, effectivement, nous avons des désirs. C'est pour ça qu'il va dire ce n'est pas obligatoirement du vécu, ce sont des désirs qui ont été réprimés. Bon, on continuera après. André. Bonsoir André, bonsoir André. Pouvons-nous être plus ou moins sensibles à la censure, aux déformations et avoir des rêves plus précis, proches de la réalité? Oui André. C'est-à-dire que, on va dire que, premièrement pendant la nuit, donc la censure elle diminue, mais en plus, quelqu'un qui se psychanalyse, ou qui se psychanalyse depuis des années, n'a plus autant besoin, même si censure il y aura, déformation il y aura, non? Mais c'est vrai qu'il est, comme vous dites, plus proche. Donc ce n'est pas la réalité, c'est pas question de réalité parce que nous voyons que ce que nous racontons, c'est la réalité. André, qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous n'avez pas la capacité de me dire ce que vous avez fait hier. Il y aura, je veux dire,
dans le sens où l'être humain n'a pas la capacité. Nous allons obligatoirement déformer. Alors quelle est la réalité? Ce que vous dites de ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vécu? Vous voyez que là aussi il y a une sorte de transformation, de déformation. Alors c'est pas exactement la censure, encore que si vous me racontez ce que vous avez fait hier, très certainement vous allez mettre certaines censures, vous n'allez pas tout dire. D'accord? Donc on va voir proche de la réalité. Donc il y a une censure consciente, non, on va dire, et après il y a une censure qui est inconsciente, qu'on ne connaît pas, et qu'on ne connaît, on l'étudie avec Freud, mais qu'on ne connaît pas. D'accord? Qu'on ne connaît pas dans la conscience. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître la théorie. Pourquoi? Pour ne pas se laisser tromper. Parce que sinon on se laisse avoir. La conscience, elle a une force. Et puis avec la raison et notre raison, ça a une force énorme. Donc même si l'inconscient nous montre et nous dit non, tu vois bien que je te trompe, la conscience, elle dit non, c'est moi qui vais avoir raison. Donc il y a une dispute constamment, non? Une dispute constamment, c'est pour ça que la psychanalyse, après, c'est pas évident. Même quand on est en psychanalyse, tout n'est pas gagné. Je veux dire, arriver sur le divan, c'est une chose. Mais après, continuer, c'en est une autre. Parce qu'il faut faire voir, il faut faire face, on va dire, à cette... mon psychanalyste m'a dit ça, mais moi je sens pas. Non, effectivement. Non, c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter la phrase du psychanalyste qui vient démontrer que ce que je sens... Non. Bon, pour revenir sur le fait que la conscience, donc, la conscience est un organe perceptuel, dit Freud, dans le sens où, en fait, elle n'a pas la capacité de mémoire. Parce que nous vivons, non, comme ce que je disais à André, vous avez vécu hier soir quelque chose, mais après c'est fini, ça a été déformé, c'est mis dans la boîte aux souvenirs. Donc, et quand ça passe dans un autre système, en fait, ça se transforme. Obligatoirement. Non? Et on va dire que ça, c'est une sorte, c'est le véritable drame de l'être humain, c'est qu'il ne va jamais être capable de raconter ce qui lui est arrivé. Jamais. Donc c'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons, et ce que nous disons, c'est vraiment ce que nous avons vécu. Parce que ce que nous avons vécu, c'est fini. Par contre, ce que nous disons, oui, j'ai un souvenir, alors là, non. C'est plus important ce que nous disons de notre vie que ce que nous avons vécu. Donc ça, c'est révolutionnaire. C'est complètement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et vous savez bien, il y a des gens, des commerciaux, les politiciens, qui savent très bien faire ça. C'est-à-dire que peu importe la réalité, ce qui compte, c'est ce que je vais dire. Peu importe la réalité, c'est ce que je vais dire qui compte. Donc, et ça, c'est un instrument, bon, c'est la réalité humaine. Je veux dire que nous n'avons pas la réalité. C'est pour ça que, aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour les conversations, on va dire, pour pouvoir parler à quelqu'un. Parce que, comment je vais lui dire, tu as raison, tu n'as pas raison, quelle est la vérité? On doit échanger, on doit écouter l'autre en disant, tiens, non, parce que ce qui est intéressant, c'est écouter l'autre pour savoir comment il pense. Parce qu'il ne pense pas comme moi, l'autre. Personne ne pense comme personne. Donc l'autre, il a d'autres manières de voir. Donc l'écouter pour dire, ah, il pense comme ça, lui. Ah, c'est intéressant. Non? Ou c'est pas intéressant du tout. Ou ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, mais on peut pas juger le discours de l'autre. Bon, on peut juger dans le sens où c'est un sujet qui m'intéresse pas, c'est quelqu'un qui m'intéresse pas. Mais je veux dire que chacun parle, c'est pas qu'il a plus ou moins raison que moi. Non, il n'a pas plus ou moins raison que moi. Il parle à partir de sa manière de penser. Il parle à partir de ses idées qu'il a sur la vie. Il parle à partir de ce qu'il a appris, de ce qu'il a été capable de appréhender des pensées, des idées de la vie. Non? C'est pour ça qu'on dit que dans la vie quotidienne, on voit qu'il y a des gens très religieux, on voit des gens même qui sont encore à l'époque, non, de la pensée magique. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a toutes les époques de l'humanité. Toutes les époques de l'humanité, il y a des gens qui vivent encore dans la pensée préhistorique. Hein. Si on regarde, alors bien sûr, ils ne vivent pas dans des cavernes.
Mais ils vivent avec la pensée préhistorique. Des gens qui parlent pratiquement pas, qui vivent dans un silence, non, qui fantasment même pratiquement pas. Je veux dire, et après qu'ils pensent que tout est magique. Qu'il y a une façon de penser qu'il n'y a pas d'être humain. Bon, enfin, je veux dire, pour essayer de montrer un petit peu cette pensée des préhistoriques, des primitifs, des préhistoriques, et aujourd'hui, il y en a encore. Ils n'ont pas disparu. Et il y a l'homme du futur. L'homme qui est capable de vivre, on va dire, dans le futur, c'est-à-dire qui est capable de vivre dans le monde du 22e siècle, par exemple. Peut-être qu'il y a des hommes actuellement qui vivent dans le monde du 22e siècle. Donc c'est pour ça que la gamme, l'être humain, chacun a fait, non, dispose. Il y a encore des gens qui croient que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Bah, rappelez-vous les Gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête, alors qu'on savait déjà que non. Je veux dire, donc chacun a sa manière, non? Chacun a sa réalité, et que le plus important, c'est de parler, de parler. Très souvent, dans les relations, on se tait, on pense que l'autre pense à telle chose, qu'on imagine. Non, non, parlons, parlons, nous devons parler, nous devons mettre des mots sur notre... Si nous ne parlons pas, il n'y a rien qui existe. C'est tout dans notre tête, et dans notre tête, c'est rien, c'est rien. C'est la masturbation mentale, mais c'est rien, c'est même pas ça, c'est rien. Je veux dire, parce que ça produit rien, il n'y a rien dans la réalité. Ne nous laissons pas tromper par notre appareil psychique. Notre appareil psychique, il doit y avoir un monde extérieur dans notre appareil psychique. Sinon, nous sommes enfermés, nous sommes enfermés. Donc, pour la déformation, donc c'est de la perception plus qu'autre chose. Alors, bah oui, l'organe de la conscience est perceptuel. Il perçoit. Et il n'a pas la capacité d'accumuler. Donc il perçoit et tout de suite il doit le mettre dans la mémoire. Après nous verrons comment fonctionne la mémoire, non? Comment Freud nous explique le fonctionnement de la mémoire. Ah oui, vous voyez bien, on ne peut pas... On n'a pas la capacité, la conscience n'a pas la capacité de mémoriser. Alors même si c'est vrai qu'elle peut dire... Qu'est-ce que tu as fait hier? Je peux te le raconter. Bah oui, je me rappelle. Ou ce que j'ai fait ce midi. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Tu te rappelles? Bah oui, je me rappelle, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Hein? Donc oui, il y a une mémoire qui est proche et une mémoire qui est là, non? Bon, après, le truc de la mémoire, c'est très intéressant, parce qu'à chaque fois qu'il y a une... Bon, on le verra un peu plus tard. Donc là, on a vu un peu la déformation onirique, d'accord? Bon, on l'a vu succinctement, parce qu'après, il y a d'autres rêves que Freud nous montrera. Donc on dit que l'appareil psychique, il est en train de nous montrer alors la découverte du mécanisme de la production de tout le psychique humain. Et après, il va nous dire... Donc il vient nous dire que quand le contenu qui apparaît dans le rêve est pénible, désagréable, c'est un déguisement. C'est pour que la conscience ne se rende pas compte que derrière... il y a un contenu désiré, il y a une réalisation de désir. D'accord, c'est pour ça qu'il va terminer le chapitre en nous disant, il va nous dire, en terminant le chapitre, il va nous dire, le rêve est la réalisation déguisée d'un désir réprimé. D'accord? Bon, alors c'est une aventure qui est complexe, parce que notre appareil psychique est complexe. D'accord? C'est une machine, c'est la machine la plus complexe qui existe, mais elle est passionnante. Parce qu'on ne va pas pouvoir savoir du jour au lendemain comment fonctionne notre appareil psychique, mais on va pouvoir découvrir. Que pensez-vous de l'expression corporelle des mots, maladie, crise d'angoisse, etc. viennent-ils à la place des mots non dits merci? Oui, c'est une possibilité. Ce n'est pas la seule. Attention, c'est pour ça que Christelle, on ne peut pas simplifier. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses on va dire qui auraient été, qui ne seraient pas arrivées si on avait été capable d'en parler. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, on va dire que l'hystérie, non, ce qu'on va voir un peu dans le cours de demain à 21h, où on voit que l'hystérie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme, non, ce qu'elle n'a pas été capable de dire, elle le transforme et poum, elle le met sur son corps.
D'accord? Et donc elle va avoir des maux de tête, des douleurs, des contractions, elle va avoir toutes sortes de malaises, on va dire, de maux, comme vous dites, parce que les mots ne sont pas sortis, parce qu'elle n'a pas été capable de parler. Mais après, c'est pas facile, Christelle, parce que le problème de l'hystérique, c'est que réellement, elle résout l'énergie comme ça, elle fait sortir l'énergie comme ça, quand il y a quelque chose de désagréable pour elle, elle le réprime et ça sort comme ça. Donc c'est un mécanisme, non, que c'est pas dire, bon, allez, on va commencer à parler. Non, non, il faut transformer le mécanisme, enfin, il faut, on va dire, utiliser moins d'énergie sur ce mécanisme. Parce qu'en fait, elle utilise toute son énergie pour se résoudre le problème, elle utilise ce mécanisme. Alors qu'il y a d'autres mécanismes possibles pour résoudre, non, les choses qui nous déplaisent, on va dire, non? Bon alors, on peut se retrouver demain, je vous propose qu'on se retrouve demain, donc au même endroit. Par contre là, on continue avec la vie sexuelle humaine, donc c'est un chapitre aussi très intéressant. Donc on doit savoir que d'une certaine façon, tout est en relation, non? Parce que l'appareil psychique, la vie sexuelle, c'est celle qui va fabriquer notre appareil psychique, attention. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va commencer avec la sexualité infantile. Et mardi prochain, on continue donc à 20h, mardi à 20h, avec le chapitre de matériel et source du rêve, où on va voir un petit peu quel est le matériel qu'utilise le sujet pour fabriquer ses rêves, d'où ça vient. Donc là, on va voir un petit peu cette nouvelle aventure. Donc, si vous avez apprécié ce vidéo, n'hésitez pas, partagez-le, que tout le monde puisse écouter, que tout le monde puisse s'intéresser. D'accord? Ne soyons pas égoïstes. Si ça nous a plu, partageons-le. Bon, bonne soirée à tous. Merci pour votre intérêt. Merci à tous donc de m'accompagner sur ce vidéo. Et on continue demain ou la semaine prochaine ou les deux. Allez, bonne soirée. Au revoir.